Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée de consultation publique sur 4 projets de règlement. Donc, je vais signaler les présences des gens qui sont avec moi. Donc, je vais commencer à ma gauche avec André. Bonsoir. J'ai Joanne. Bonsoir. J'ai Nancy, directrice générale. Bonsoir. J'ai Natalia. Bonsoir. On a appelé Nadia. Oui, c'est ça. David. Bonsoir. J'ai Geneviève, qui est notre greffière adjointe, qui remplace Sophie ce soir. Donc, complètement à ma droite, j'ai Pierre-Marc, directeur adjoint aménagement du territoire, bureau de projet et développement économique. Bon, alors j'ai le bon titre, Pierre-Marc, c'est bon? Notre bonheur aussi, c'est ça. J'ai Chantal. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Et puis j'ai Yacine, qui est conseiller principal aménagement du territoire et développement économique. Yacine qui va nous faire la présentation des 4 projets de règlement. Bonsoir. Gênez-vous pas pour vous poser des questions par la suite. Donc, on est là pour y répondre le mieux possible. Alors, Yacine, donc, le premier projet de règlement, c'est la consultation publique sur le projet de règlement numéro 1830-23. Donc, je te laisse aller avec ça. Bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui à cette circulation. Comme on dit, M. le maire, on a 4 projets de règlement. Peux-tu parler un petit peu plus fort, Yacine? Oui, parce bien que sûr, ça va être difficile. Je l'amène ici. Peut-être. Ouais. C'est correct. Ouais, j'ai un petit endroit des fois. Ça fait timide un peu. Ouais, c'est ça. Donc, on a 4 projets de règlement aujourd'hui à l'ordre du jour. Donc, on va commencer par le 1830-23. Donc, le 1830-23, là, ça vient modifier le règlement concernant la démolition d'immeubles patrimoniaux en remplaçant l'annexe A, qui est la liste des bâtiments patrimoniaux. En fait, c'est assez simple comme modification, c'est qu'on vient ajouter des adresses et on vient en retirer une parce que celle qu'on retire, ben, le bâtiment est tout simplement effondré, il n'existe plus. Donc, voici le détail des adresses qu'on ajoute avec les raisons. Il manque de main-d'œuvre. Bon. Voici la liste des adresses qu'on ajoute avec les raisons à côté, avec bien sûr l'adresse que je vous parlais le plus précédemment, le 239 Saint-Pierre qui s'est effondré. Le bâtiment était en très mauvais état, donc n'existe plus. Mais sinon, on vient rajouter le 273, 275 rue Les Tourneaux à cause de sa date, dans le fond, d'instauration, qui date d'avant 1894. Après ça, le 383 chemin de la Petite Côte, on estime qu'il est entre 1820 et 1880, la date de construction. 400 rang Saint-François-Xavier, donc on a une probabilité que c'est environ dans les années 1846. Le 410 chemin Saint-Ignace, là c'est encore plus lointain, là, ça parle des années 1750, 1775. Le 183-185 Saint-Pierre, donc là c'est plus une question d'histoire, donc avec le milieu du 10e siècle, avec les terres de Charles-Léon, etc. 7 rue Saint-Joseph, le début des années 1900. Et 575 rang Saint-Régis-Sud, ben là on parle au début des années 1800-1820. Donc c'est tout pour ce projet de règlement-là. Est-ce qu'on avait des questions? Dans le fond, il n'y a pas de disposition propre à un règlement susceptible d'approbation intervenant dans celui-là. Parfait. Est-ce qu'on avait des questions sur ce règlement? C'est correct. Donc on va passer. Juste précision. Oui. Les maisons patrimoniales la liste est toujours travaillée avec la Société d'histoire ici à Saint-Constant. Donc on s'assoit ensemble, on revoit la liste. Puis elle a déjà été revue, il y a des gros exercices qui ont été faits oui, il y a effectivement. quelques années. Oui, ça fait pas longtemps. Il y a le gros, en fait, que ce qu'on avait dit à la Société d'histoire, c'est à un moment donné, à vouloir tout garder, on ne regarde pas rien à ce moment-là. Donc on est mieux de se consacrer sur les maisons qui en valent la peine, puis essayer de donner un coup de main à faire en sorte que ces bâtiments-là perdent dans le temps. Ça avait été accepté par le président de la Société d'histoire, qui avait eu comme 3 ou 4 soirées de travail pour épurer la liste. Les 7 sont ajoutés, mais c'était un petit peu glissé là, il aurait dû faire partie de la liste. Là. Il y a eu une vérification. On dit, oh, c'est 7 noms qui sont ajoutés. J'ai entendu ça qui s'était posé. Elle est plus patrimoniale. Exactement, elle n'existe plus. Donc, on va aller tout de suite avec le prochain projet de règlement. Donc, c'est le 18. C'est le 1831-23. Exactement. Donc, le 1830 et le 1831-23 se ressemblent beaucoup parce que là, on vient toucher la liste des bâtiments patrimoniaux, mais dans un autre règlement, qui est le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale,
qui est, je vous rappelle, c'est un règlement à caractère discrétionnaire avec des critères et des objectifs pour certaines zones pour assurer l'intégration architecturale de certaines bâtisses dans leur secteur. Oui, si tu permets, juste en complément, Yacine. Dans le fond, le règlement qu'on vous a présenté juste avant, c'était pour les protéger de la démolition. Là, maintenant, c'est comment encadrer la rénovation, la restauration, les agrandissements, tout ça. Donc, c'est la même liste. C'est la même liste que tout à l'heure, donc je ne vais pas passer à travers, mais c'est la même liste avec les mêmes raisons, puis on retire encore la même adresse là, qui est le 239 rue Saint-Pierre. Oui, donc, le projet ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Question? C'est correct pour tout le monde encore? On fait question relativement à ça. Donc, on va aller maintenant au 1833-23, le troisième projet. Yacine? Donc, le règlement 1833-23 vient modifier le règlement de zonage afin de créer la zone H438 au détriment des zones H437 et H544. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un plan après pour vous situer c'est où, etc. Donc, on va reconnaître un peu le secteur. Ça, c'est la rue du Géranium. Ici, on a la rue du Bassin. On a la montée Saint-Régis qui passe juste ici. Puis ici, en arrière, ça, c'est les champs que vous avez en arrière ici. Là. Donc, là, je vous montre un peu de quoi ça a l'air actuellement, le zonage. Donc là, on voit la zone H437, la zone H544. Donc, on vient créer un découpage de ce côté-là et de ce côté-là pour créer la nouvelle zone qui est H438. Donc, sa limite va être principalement au nord vers le boulevard, la montée Saint-Régis. À droite, là, ici, vous avez beaucoup de maisons l'une à côté de l'autre. Au sud, c'est la zone agricole avec les boisés. Puis à gauche, là, c'est le développement là, qui est sur la rue du Géranium là, avec les maisons en haut. Pour ceux qui connaissent l'endroit, c'est actuellement des terrains vacants. Ouais. Il y a un enjeu de sécurité publique dans ce secteur-là que, bon, la rue du Géranium, présentement, il y a juste un accès par la rue du Génévrier à la montée Saint-Régis. Donc, il y a eu une fuite de gaz il y a quelques années. Tout le monde était confiné dans le secteur. Il y a eu des demandes qui ont été faites auprès du gouvernement, du ministère de l'Environnement, justement pour les autorisations, pour dire, écoutez, la ville, en cas de sinistre ou de cause grave, ben, il doit avoir 2 accès à la rue du Géranium, parce qu'on peut avoir des gens coincés chez eux, pas juste sur du Géranium, mais sur les 300 gros alliés, tout ça. Donc, c'est présentement cette zone-là, physiquement sur le terrain, c'est des terrains qui sont vacants, qui sont pas développés. Mais le but de toute cette démarche-là, c'est d'en arriver à, Géranium va être accessible par 2 endroits sur la montée Saint-Régis pour des raisons de sécurité publique. Ça peut être aussi bien que l'accès à une ambulance s'il arrive un incendie. Donc, comment ça va se transposer, Yacine? Donc, en créant une nouvelle zone, automatiquement, on crée une nouvelle grille des usages. Je vous explique un peu le principe d'une grille des usages, c'est que c'est là où est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire en termes d'usage, combien de superficie, combien de nombre d'étages, etc. Donc là, je vais vous l'expliquer. Là, il y a 4 points très importants à retenir dans cette nouvelle grille-là. C'est que on vient permettre maximum du 9 logements et plus sur maximum du 4 étages. On vient permettre des usages parcs, terrains, jeux et espaces naturels parce que notre but aussi, c'est d'avoir un espace parc dans ce secteur-là pour desservir les citoyens qui habitent autour. Ensuite, les projets intégrés sont possibles dans le secteur. Je vous explique le principe d'un projet intégré. C'est que dans un même lot, dans un même cadastre, on pourrait avoir plusieurs bâtiments. Et bien sûr, le secteur est assujetti sur la réglementation sur les PIE. Donc, c'est quoi qui... Exactement. Quoi, mais... J'y arrive. Donc, le PIE, c'est le règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale. Ce que mon collègue vous expliquait tout à l'heure, on regarde vraiment l'aspect architectural et l'intégration au milieu. Je vous donne un exemple. On permet du 4 étages, mais si, par exemple, la personne qui veut développer vient mettre des 4 étages à côté d'une maison unifamiliale, on va lui dire, ben là, il va falloir s'intégrer comme il faut. Donc, pour ne pas agresser les maisons unifamiliales qui sont à côté. Donc, le PIE sert à ça aussi, sert aussi à protéger ce qui est existant et à assurer une intégration dans l'environnement immédiat. Oui, dans le fond, c'est un droit discrétionnaire que la ville se donne, dans le sens que, tu sais, le 4 étages, c'est pas vous faites du 4 étages, c'est un plafond, là, c'est un maximum en hauteur. Puis c'est, hormis un bâtiment actuellement dans ce secteur-là, là, pour des raisons particulières, c'est déjà du 4 étages qui est autour. Puis juste pour rassurer un peu les gens, parce que le premier des croissants, c'est des maisons jumelées. Il n'y a rien d'officiel encore, mais l'espace parc qu'on va intégrer à ça, c'est contigu à la première phase de la rue du Géranium, justement, pour
laisser respirer ça. Puis il y a un besoin dans ce secteur-là. Je veux dire, les gens de la rue du Géranium, le parc le plus près, il est sur l'autre croissant, sur la rue du Grenadier. Donc, le but, c'est, bon, il y a un besoin pour un parc. C'est ce qui est en cours de discussion avec la personne qui a acheté tous ces terrains-là individuels, puis qui va prolonger la rue, remembrer tout ça. Mais le parc, le but, c'est de le localiser à proximité des résidences existantes, comme je dis, pour créer un dégagement par rapport aux maisons existantes. Juste pour préciser, on n'est pas en négociation à savoir s'il va y avoir un parc. Il va y avoir un parc. On est en discussion de savoir c'est quel terrain qui va nous céder le promoteur pour faire le parc. Mais le parc, c'est sûr qu'il va y avoir un parc. Maintenant, tu as autre chose à dire? Non. On est rendu à la période de questions. On est à la période de questions. La période de questions, c'est ouvert. Bon. On peut parler du parc. Oui, oui. Sur la grille de spécification, Oui. à quelle ligne? Parce que Oui, c'est la dernière ligne ici, vous voyez la colonne. La dernière colonne, vous avez un petit X qui permet parc, terrain de jeu et espace naturel. Donc la grille de spécification de l'EPML. Là, je sais que c'est quel petit endroit? quand même. Parce que Je peux voir. oui, tu m'as indiqué juste sur la ligne. J'ai un problème. C'est celle-là ici. Merci. Donc, J'ai pas amené ma loupe. Ah, non, 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 c'est correct. il n'y a pas de souci. Et ici, par exemple, c'est. Oui. Bon. D'accord. Et le secteur assujetti au PIEA, pouvez-vous repréciser? Oui, dans le fond, Peut-être un mot. Ouais, exact. dans le fond, le règlement sur les plans d'agrandir d'implantation. un petit peu plus. La carte, si vous voulez l'agrandir. Je vais m'en occuper. S'il vous plaît. Ouais. Le plan d'implantation et d'intégration architecturale, oui, effectivement, il y a plusieurs zones qui se citent sur le territoire. Il y a deux types de zones. Il y a des zones spécifiques d'aménagement, il y a des zones prioritaires d'aménagement. Dans ce cas-là, on a une zone qui est précise, qui inclut certains critères et objectifs. Puis je vous explique un peu le principe du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Un promoteur dépose un projet, donc une demande de permis. Avec ça, il va déposer une demande de PIA, de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Cette demande-là doit passer par le comité consultatif en urbanisme. Donc ça, c'est la première étape, qui va donner une recommandation si ce projet-là respecte les critères et objectifs du règlement en question. Par la suite, là, ce n'est pas une décision, c'est une recommandation. Par la suite, le même dossier va passer entre les mains du conseil municipal. Et c'est le conseil municipal qui est souverain, qui va donner la décision finale. Soit il accepte, soit il refuse. Des fois, il accepte sous certaines conditions. Et des fois, il refuse parce que, bon, il ne rencontre pas les objectifs, etc. Donc, le plan d'implantation d'intégration architecturale, c'est un outil que les villes utilisent pour conserver aussi l'intégrité des constructions par rapport à ce qui est déjà construit, mais pour en même temps protéger le citoyen par rapport à des constructions qui peuvent sembler hors normes à côté de plus petites densités. Donc c'est un peu ça le but, puis en même temps, ça crée une empreinte à certaines villes par rapport aux critères objectifs qui sont indiqués dans ce règlement. Ouais, dans le fond, c'est pas parce qu'ils respectent le règlement de zonage que les permis sont délivrés. Exactement. Il y a le zonage, parce qu'il y a une couche de plus. Un coup que le projet est conforme au zonage, ben bon, je sais pas comment dire, le processus que Yacine vient de vous expliquer, que c'est le comité consultatif d'urbanisme et le conseil, ben c'est là qu'il s'amorce, puis c'est là qu'il embarque. Puis la ville, ben, elle a un droit de regard, un pouvoir discrétionnaire d'approuver ou de désapprouver un projet. OK. Donc, nous sommes des citoyens de la zone H4. Ouais. On s'est déjà rencontrés, hein, je pense, par le passé. Oui. Nous sommes de la rue Gardénia, qui est actuellement donc dans la zone 437. Oui, exact, c'est ça. Exact. Voilà. Alors, je reviens toujours avec le parc. Oui. Donc, vous avez donc la limite ouest de votre nouvelle zone H438. Ça va bien loin, Yacine, je vais le mettre à l'écran le plus grand. Frontalière avec les six lots, Ils sont ici, oui. voilà, de la rue Gardénia. Vous permettez côté que est. je vais juste prendre un plan plus près de l'action. Ok, il faut être oui. Vous allez voir dans quelques instants.
a été détecté. C'est beau chez nous. Et voilà. Bon. Voilà. Ouais. Donc, vous parlez d'ici. Oui, voilà. Ce que vous devez savoir, juste avant que vous mettez en contexte, ces limites cadastrales-là vont tous disparaître. Voilà. Dans le sens que la personne, le promoteur qui est prêt pour se procurer, de faire la question de ces lots-là, ben lui, c'est sûr qu'il procède à toute la première chose, faire un cadastre de rue. Je veux dire, il faut qu'il prolonge le cadastre de la rue du Géranium. C'est pas juste pour la prolonger jusqu'ici, mais aller la faire déboucher sur Saint-Régis. Puis toutes les autres là, ça, c'est tout resubdivisé, puis cadastre de rue, cadastre de parc. Puis le second dire, le but de faire un parc, c'est vraiment adossé aux propriétés de la rue du Gardenia. Donc c'est bien ce que l'on comprend, que le futur parc dont vous parlez, On va pouvoir vous protéger des... il sera probablement adossé au silo qui forme la limite ouest de la nouvelle zone H438. Exact. On a bien ça. Oui. Nous, dans le fond, D'accord. tout ça, ça va être entériné par une entente promoteur pour développer cette rue-là. D'accord. Mais nous, dans ce qu'on amène à la table de négociation, c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est sûr qu'il va vous donner ce lot-là ou c'est sa discrétion à nous? Ben, c'est la discrétion de la ville, parce que nous, dans le fond, quand on Ouais, produit la ville. l'entente avec le promoteur, ça vient avec des plans. Ça vient avec des plans de bâtiment. Je suis d'accord. Puis ces lots-là vont être cédés à la ville. Loin, par contre, on est le building à côté de nous autres. C'est ça. Ben, on fera pas ça. Ça arrive. C'est sûr. Comment? Sûr. On t'a enregistré. Ben, oui. On peut-tu l'écrire aussi? Je peux l'écrire. Vous pouvez l'écrire? Je peux l'écrire. En tous les cas, on a des oreilles. Parce que moi, je peux pas votre village, je ne vais pas ça non. Ben, oui, c'est pour ça qu'on est ici à soir, sinon vous seriez seul. C'est comme ça qu'on après. c'est comme ça qu'on travaille avec les promoteurs pour faire en sorte que, bon, on sait que ça va se développer à cet endroit-là. C'est correct, ça fait partie du développement, mais il faut que ça soit fait de façon cohérente et logique. Puis on ne veut pas mettre ces bâtiments-là à côté de vos maisons, c'est ça. Bon, il y a aussi un argument, effectivement. Donc, dans la rue Gardenia actuellement, Glaïeul, Groseilliers. il y a des jeunes enfants. Ah oui. Si vous mettez le parc Voilà. à côté est, ben, En fait, on c'est veut. pas pour les enfants. L'objectif, c'est d'être le parc le plus près possible. Voilà, où sont les enfants. Vous avez raison. Ça fait plusieurs années que les jeunes de votre secteur On se rejoint sur le bon sens. qui sont venus me rencontrer, puis on leur a dit ça s'en vient. Surtout que, en fait, l'enjeu, c'était d'avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement. Parce que l'enjeu qu'on avait, nous, il y avait milieu humide à cet endroit-là. Puis passer la rue a passé, débouché sur Saint-Régis, ça passait dans le milieu humide. Et là, il fallait débattre ce point-là au niveau de sécurité publique pour dire, mais il est arrivé ça dans le passé, nos gens étaient pris, il faut déboucher là. Et là, finalement, ils ont accepté. Et ça a coûté quand même de l'argent. Quand le ministère de l'Environnement accepte, à la ville, il a fallu faire un chèque de 204 000 pour pouvoir passer dans le milieu humide et pouvoir avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement, sinon on ne l'avait pas. Donc, tout ça dépendait tout ce secteur-là dépendait de cette rue-là qui débouche à cet endroit-là. Finalement, ça a été autorisé, c'est cette année, en fait, qu'on l'a eu, ça. Oui. Ça a été long, mais on l'a eu cette année au mois d'août. Là, les conversations que le promoteur ont commencé réellement pour dire, mais le parc, on le veut là, puis au travers de tout ça, la ville elle a quelques terrains là-dedans. Donc, le promoteur n'a pas le choix de nous faire une offre pour faire, parce que s'il n'y a pas nos terrains, il ne peut pas faire de développement. Fait que lui est un peu aussi dépendant. Oui, absolument, vous avez raison. Oui, OK. Non, parce que comme dit, on part avec une page blanche dans ce projet-là. Comme dit, les limites de l'eau qu'on voit aujourd'hui, c'est les limites de l'eau qui vont disparaître, être remémorées ensemble, puis les pelles n'arrivent pas la semaine prochaine. Non. C'est ça aussi, c'est dans le sens que, bon, oui, il y a une autorisation ministérielle pour prolonger une rue. Il y a des plans qui doivent être faits pour la rue. Il y a des ententes avec le promoteur pour le parc, la grandeur du parc, la localisation du parc. Puis la rue, on a eu une première rencontre parce que là, les rencontres se font sur les terrains qui appartiennent à la ville. Là, nous, on les a fait évaluer. Là, on est en train de se challenger sur l'évaluation des terrains. Lui, il fait la sienne. Là, on est en train d'essayer de se rejoindre là-dedans. Là, on devrait régler ça dans les prochains jours. Mais au travers de tout ça, on lui a demandé de faire la rue aussi. Donc, prolonge la rue, parce que c'est ton développement. Donc, prolonge-la, puis recède-la à la ville, comme on fait dans d'autres protocoles d'entente avec les promoteurs. Monsieur Lerner. Oui? Peut-être juste, on va parce que dans les consultations publiques, je vais toujours demander vos noms. Séance du conseil, c'est facile, je demande les noms. Mais là, peut-être juste, on va juste donner votre nom enregistré.
Maurice Laurent. Monsieur Laurent, Jocelyne Pomerleau. quelle adresse à Saint-Constant? On est juste à côté du parc. 70 rue du Gardénia. Fantastique, merci beaucoup. Ça va. Peut-être vous, Mario Gravel, Monsieur Gravel? en avant, 122. 122, parfait, excellent. Nous, c'est la famille Morali du 82 rue du Gardenia. Fantastique, merci beaucoup. Et en arrière, vous avez posé une question? Oui, famille D. Nous sommes au 114 rue du Gardenia, juste à côté de M. Maurice. Parfait. Allez-y. Mais désolé, mais au moins c'est enregistré parce que maintenant on m'avait posé la question. J'ai oublié de demander les. Et c'est ça, ma question, c'était la voie qui va déboucher sur la montée Saint-Régis. Oui. Actuellement, on a un cul de sac. Oui. Est-ce que si je comprends bien, c'est que ce cul de sac sera éliminé, Oui. puis il va y avoir une voie qui va... Exact. Exact. Je me posais la question, est-ce qu'en ayant cette voie-là, je sais que parfois les automobilistes aiment le raccourci, est-ce qu'on va avoir une influence du trafic qui vont peut-être passer sur la rue du Géranium En principe, c'est les gens du secteur qui vont être là parce que je vois pas d'autres personnes. T'sais, moi, je passe là, moi, je reste pas dans ce coin-là, je reste dans les rues. Pourquoi j'irais dans vos... Moi, je vais y aller parce que j'aime ça me promener dans la ville pour voir ce qui se passe, là, mais quelqu'un qui n'a pas à faire ça, il ira pas dans votre rue pour ça. Ça sauve pas de trafic. Ça sauve pas de trafic. Toi, David, tu restes dans ce Moi, coin-là? j'habite là, puis quand je l'analyse, les gens qui ont à aller là, c'est qu'ils veulent soit aller habiter ou visiter quelqu'un. Il n'y aurait pas pas de raison à vouloir shortcutter ou peu importe. Là. Non, c'est ça, ça nous revient plus. De toute façon, sur Saint-Régis, la circulation est quand même fluide. Oui. Il n'y a pas d'embouteillage, il y a rien, donc je vois pas de problème là-dessus. Dans le bas. Est-ce que c'est correct pour la... Oui, c'est correct. Par ici. Monsieur Fleur. Qu'est-ce que ça représente, Oui, ça c'est la zone agricole. C'est la zone agricole. Donc, dans le fond, c'est... des immeubles? Non. Non, ça, en fait, je vais vous expliquer. Dans la plupart des villes au Québec, vous avez un périmètre urbain puis une zone agricole permanente. La zone agricole permanente qu'on voit ici, ça, c'est juste une partie, parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Constant, plus de 70% du territoire se trouve en zone agricole permanente. Donc, la zone agricole permanente... 77. 77, merci beaucoup pour la précision. 77%. Donc, cette zone agricole-là, si on veut faire quelque chose dessus, que ce soit la ville ou un promoteur, peu importe, ben là, il faut passer avec des demandes auprès de la Commission de la protection du territoire agricole. Et il faut aussi avoir l'aval de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Donc, c'est sûr et certain que c'est lourd. C'est pas juste ça, facile. c'est aussi l'autorisation de la communauté métropolitaine de Montréal. Exactement. Et le seul critère, c'est est-ce qu'il y a de la place ailleurs sur le territoire de la communauté métropolitaine qui est rive nord, rive sud, puis l'île, pour faire de l'habitation? La réponse, c'est oui. C'est pas essentiel d'avoir ça là. Puis pourquoi il y a des lots? Oui, c'est ça. En plus, c'est les lots qui étaient... Il y a plusieurs situations comme ça dans les villes au Québec. Saint-Gonçal, il n'échappe pas. Tu sais, avant 1978, qui était l'année de l'adoption de la loi sur la protection du territoire agricole, le développement se faisait à la pièce. Les plus anciens vont s'en souvenir. Il y a quelqu'un à l'époque qui a acheté ces terrains-là, qui les a vendus, des années 70, qui les a vendus, qui a fait sa passe d'argent pour le zonage agricole arrive, la grosse ligne verte que vous voyez à l'écran. est décrétée. Donc, la moitié des terrains sont restés dans la zone urbaine, l'autre moitié sont... On en a aussi, si on vous montrait la carte de la Saline. Monter la Saline. Monter la Saline, vous voyez ça, c'est tous des petits lots, mais c'est tout en zone agricole. Là, on présume que ces terres-là ont été achetées avant la loi des années 70. Les gens pensaient dire on va développer un jour. Finalement, ça a tapissé le Québec, ça dit si on touche pas à ça. Il fallait faire un chef. Si j'avais peur que ça... Ah non, je comprends, oui, c'est ça, exact. Je reviens sur le prolongement de la rue Géranium. Oui. Donc, vous avez fait référence à l'autorisation que vous avez obtenue. Donc, cette autorisation vous permet donc maintenant d'exécuter ces travaux de prolongement. Exact. Donc, ce prolongement-là va précéder les futurs développements domiciliaires dans la zone H438. Exact, tout à fait. OK. Exact. Donc, parce que ça a comme effet, effectivement, juste pour nous rappeler, au cours des 4 dernières années, sur Géranium,
C'est le progrès. Bon, mais le progrès, on a vu des camions pour les 4 édifices. Qui ont passé, oui, c'est ça, exact. Ensuite, le Johannesburg qui vient de se terminer. C'est bien fait, mais pendant ces 4 années, c'était compliqué, oui. Sur Géranium, tôt le matin. Là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont passer par la rue. Voilà. Ouais, parce que la première étape, c'est un chantier routier. OK. Parce qu'il y a des tuyaux installés aussi, je veux dire. Oui. Ces gens-là aient l'eau et des égouts, donc ça passe par un prolongement, oui, de la route, mais il y a des tuyaux en dessous de cette route-là. Toutes les égouts. Dernière question, M. le maire. Vous avez fait mention que la ville possédait quelques lots dans la zone H437, qui deviendra la zone H438. Exact. Je ne veux pas vous dire de mémoire, mais vous le savez peut-être, où sont quels lots. J'ai ici un plan cadastral. Oui, c'est pas très compliqué. Comme vous dites, tout avait été déterminé avant l'entrée en vigueur. Les cadastres de rue avaient été cédés à la ville à l'époque. Ils étaient rendus à l'étape de donner des permis de construction. Il y a ça, tu peux les montrer? Tu faisais à l'époque de la loi, là? C'est ça que tu parles? Juste avant l'entrée en vigueur de la loi, quand on l'a dit dessus. Ouais, c'est ça. Il y a des terrains qui ont été cédés à la ville pour des futures rues. Ça remonte de loin, là, cette affaire. Vous n'avez pas les numéros des lots? Ben, je peux. Est-ce qu'ils sont assez près des lots de Gardénia? On peut vous les transmettre, les numéros exacts, mais je peux vous les montrer tout de suite là, sur la carte. Vous allez voir. C'est ce lot-là ici. Ce lot-là qui est juste ici. Après ça, vous avez le gros lot ici, plus le petit juste ici. Ça, vous dites ce gros lot, c'est pas un projet de rue, ça? C'est un cadastre de rue, mais comme je vous explique, on repart à neuf. Oui, c'est ça. C'est dans le sens que nous, on vend il y a les particuliers qui vont vendre à ce promoteur-là. La ville va s'entendre avec le promoteur pour qu'ils vendent. Donc, on vend nos anciens cadastres de rue. Puis, lui va nous refaire et approuver un nouveau lotissement de rue qui va être attaché à l'entente de développement. Ce lotissement de rue-là prévoit que c'est lui qui va faire les travaux de rue puis les céder à la ville par la suite. Exact. Okay. Exact. Fait que, comme je dis, ce que vous voyez aujourd'hui, là, ça va être appelé à disparaître, puis on part avec, c'est vraiment, on part de scratch. Nous, en fait, les terrains qu'on a, c'est des anciens cadastres de rue de l'époque. Quand Géranium n'existait, c'était pas... Quand il n'y avait rien de construit, là, il y avait les anciens cadastres de rue. On s'était perdu à un moment donné qu'on commençait à regarder comme ça, les anciens cadastres de rue qui appartiennent à la ville, cette affaire-là. Fait que les promoteurs qui achètent, il n'y a pas le choix de venir nous voir, parce qu'ils ne pourraient rien faire si on ne prend pas nos terres. Et le parc va être tout le long de Gardénia? C'est pas déterminé officiellement. C'est pas déterminé. Ouais, la longueur, ça. Ils nous ont dit que la longueur, mais il va être placé là. Ça devrait être ici, là, normalement. Là. C'est ça. Oui, jusque-là. C'est ça. Il va être linéaire jusqu'au bout, ben là, ça. Ah, ça, je ne sais pas c'est quoi la grandeur. Mais c'est sûr qu'on va vouloir créer une zone tampon entre c'est ça. Exact. Les familiales, le multi, c'est sûr et certain. En temps normal, la ville a son règlement de PIA comme levier ou de dérogation mineure. Oui. Là, en plus, c'est nous qui disposons des terrains pour qu'il puisse faire son projet. Oui, c'est ça. Le rapport il y a un rapport de force de négociation qui est différent dans ce dossier-là que tous les autres dossiers. Mais juste pour vous dire aussi, le promoteur que ces terrains-là, c'est un... je ne veux pas dire qu'il y a des promoteurs un petit peu moins... expérimentés. Ouais, lui, c'est un bon promoteur, puis ce promoteur-là reste à Saint-Constant aussi. Donc, c'est pas quelqu'un qui est ailleurs. Là. C'est une personne qui a déjà développé à Saint-Constant, dans ce secteur-là, au niveau des maisons, un petit peu plus loin. Puis, lui a fait des offres d'achat parce qu'il aime le secteur. Puis, pour l'avoir rencontré, ça fait 2 fois que je le rencontre. Je l'ai rencontré d'un événement, il est venu se présenter pour le rencontrer officiellement dernièrement. Puis c'est un bon promoteur. Là. C'est une personne qui a à cœur des belles choses, puis il ne veut pas nuire aux gens non plus. Puis il veut payer la juste valeur aussi à la ville. Tout ça. Il n'est pas en train d'essayer de couper les coins ronds. Aux anciens projets qu'il a fait, il a toujours été en collaboration avec la ville. Oui, exact. Ça a toujours été ça. On n'a jamais eu de problématique. Donc, c'est pour cela que pour ce projet-là, on sait pertinemment qu'il ne va pas vouloir agresser les gens du secteur avec des choses trop grosses. Mais les prochaines étapes, vous allez les voir passer. Si vous suivez les activités de la ville, si on se fait tout ça, c'est les prochaines étapes, vous allez les voir passer. La transaction des terrains, les lotissements, puis la finalité qui est les délivrances de PIA et de permis de construction. Mais toutes ces étapes-là, vous allez les voir passer dans les 18-24 prochains mois. Parce que vous le savez, la ville parle de la résolution aussi. Donc, toutes ces étapes-là
va avoir des résolutions, il va Ça avoir va nous tenir en éveil. Oui, mais suivez ça. Quand ça va passer au conseil, au comité consultatif d'urbanisme, et là, ça veut dire qu'il y a des plans officiels qui sont en train d'être commentés par les gens qui siègent sur ce comité-là. Donc, vous allez voir un peu ça s'articuler. Pour qu'ils puissent déposer des demandes, il faut qu'il y ait une entente de fait pour la vente des terrains, pour Exact. le parc, pour tout ça. Exact. C'est la base. Ouais. Exact. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Oui. On va y aller tout de suite par exemple. Moi, mon question, c'est concernant le bâtiment que vous dites que ça va être 4 étages. Est-ce que pour les 4 étages, ça va être obligatoire avec un stationnement intérieur ou ça va être bordel qui est de l'autre côté, dans l'autre gîte, intérieur. tu n'as pas de place pour stationner? C'est du stationnement intérieur. On est encore très préliminaire, mais ce même promoteur nous a déposé, on va dire, une idée sur plan, puis il n'y a pas de stationnement extérieur. C'est que du stationnement intérieur. C'est que du stationnement souterrain. Donc, puis de toute façon, le terrain de jeu est tellement immense que je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Puis il y a une autre question, est-ce que ça va être des condos ou ça va être des locations? Ça, on ne peut pas le contrôler malheureusement. Ça, c'est vraiment à la discrétion du promoteur. Mais au vu de ce que le promoteur a déjà fait, c'est sûr et certain que ça va être des très beaux produits. Ça va être des très beaux produits avec le prix du moment aussi. Donc, mais ça malheureusement... Mais malheureusement, pas malheureusement, la conjoncture économique actuelle, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, c'est sûr que le marché du locatif prend plus d'expansion qu'auparavant. Non, ça on comprend, parce que location, quand c'est location, on sait c'est quoi ça. Les gens n'arrivent pas, eux, ils ne sont pas comme c'est les gens qui restent dans ce quartier, ils sont responsables, ils sont plus attachés à leur immeuble, ils prennent plus soin de l'environnement, de ceux qui sont comme voisins, ils respectent les voisins. Par contre, si tu t'en viens, tu t'en vas, c'est quand même un petit peu manque de respect de leur côté. Puis c'est ça, on a peur parce que, en plus, c'est déjà grand, 4 étages. Nous, on reste avec 2 étages, nos jumelés. Puis ça va être comme ombré, ça va être pas mal ombré. On ne sait pas combien de bâtiments ça va être. Si je peux me permettre de juste. Si admettons, on s'entend pour le parc dans son secteur, c'est juste la superficie du parc qui va vous séparer entre vos maisons et les 4 étages. Il y a quand même un angle de rayonnement qui existe. Cet angle-là ne serait pas touché. C'est ça la première des choses. Je vais vous donner le meilleur exemple. La zone H44, où le Johannesburg s'est construit. H4? 544. Le Johannesburg. Non. Non, excusez, la 435, pardonnez-moi, excusez-moi. Ouais, 435. Ici, c'est le... Ici, c'est la location. Oui, pardonnez-moi. La 435, présentement, c'est un zonage qui était établi à 3 étages maximum, comme on propose à la 437, 4 étages maximum. Avec les règlements sur les PIA qu'on parlait plus tôt dans la présentation, vous remarquerez, il y a un des 2 pavillons du Johannesburg qui est à 2 étages, justement qui a été abaissé par souci d'intimité par rapport aux maisons qui étaient adjacentes. Mais c'est du 3. 4-3. 4-3, excusez-moi. C'est 4-3. C'est 4 étages au moins sur les 2. C'est ça. Le 3, c'était pour intégrer bien de ce côté-là. Au côté, ça a le 4, ça allait bien avec le côté. Puis, pour répondre à votre autre question, excusez-moi, par rapport à la location, c'est sûr et certain que ça va être, actuellement, le marché, là, ça tourne autour de 2 000 $ par mois. Donc, c'est sûr et certain que c'est des produits qui sont, je dirais, luxueux quand même. Puis, je peux apporter un point. Les produits sont plus chers aussi, bien sûr. Ce qu'on constate beaucoup présentement, c'est beaucoup des gens qui ont une maison, qui ont vendu. Je prends David. OK? David qui est rendu dans le centre, qui a vendu sa maison. Donc, c'est une personne qui est habituée d'être propriétaire, puis qui arrive dans le logement, mais il s'en fout pas nécessairement parce qu'il est habitué. Moi, j'ai mes beaux-parents qui ont vendu leur maison, qui sont rendus dans Johannesburg. Tu sais, puis mon beau-père, je le connais, c'est comme si c'était sa maison, le Johannesburg, il s'en occupe, il fait le gazon. Tu sais, il y a tout ce volet-là, puis c'est pas des logements à 1 000 $ ou à 800, c'est des affaires de 2 000 et plus. Donc, c'est des gens qui avaient une capacité financière pour aller là-dedans. On n'est pas en train de dire que les gens qui ont moins de capacité sont en train de tout traîner, tout ça. Mais on est en train de dire que c'est des gens qui avaient une maison,
puis ils se payent finalement, qui ont décidé dans leur vie d'avoir peut-être une maison ailleurs, peut-être en Floride ou ailleurs au Québec, puis ils ont décidé d'être ici dans la région de Montréal dans un appartement parce qu'ils ne voulaient pas avoir 2 maisons à assumer. On est beaucoup dans cette dynamique-là présentement. Moi, on en connaît plein là, qui viennent ici au conseil. Les gens qui viennent, M. Hull, M. Moreau et tout ça, qui restent tous au Centro, c'est tous des gens que je connais, qui avaient des maisons, qui ont décidé d'aller en logement parce qu'ils sont rendus là dans leur vie, puis ils ont d'autres préoccupations qu'entretenir une maison. Mais tu sais, c'est pas des gens qui vont commencer à laisser aller leur appartement et tout ça, ils vont quand même en prendre soin pareil. Fait que, il y a cette dynamique-là aussi, mais je comprends, j'ai la même réflexion moi aussi que vous. Moi, je suis propriétaire aussi, mais tu sais, je me dis qu'il y a comme un changement, tu sais, comme moi, je vois des gens que je connais qui avaient tous des maisons, qui ont vendu, qui sont rendus un appartement, mais je vais voir leur appartement, puis c'est impeccable, là, c'est bien entretenu, parce que les gens-là ont une façon de... Ils ont toujours été propriétaires, donc pour eux, c'est entrer en eux de faire attention à leur maison, donc même si c'est un appartement qui ne leur appartient pas. Mais l'inverse est aussi vrai. Une génération qui rentre sur le marché du travail, qui sort de l'école, oui. Que les prix des maisons, c'est constant, c'est plus atteignable. Tout à fait. C'est un bon point. L'inverse est aussi vrai aussi. Tu as raison. Tu sais, avec cet investissement-là, c'est sûr que tu vas vouloir entretenir ton espace intime. Tu payes 2000, 2200, 2300 $. Absolument. C'est sûr et certain que tu ne vas pas le payer pour après ça, c'est le mot du temps, mais ne pas t'en occuper. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a quand même un engagement là-dedans. Puis, c'est sûr et certain que ça va être un très beau produit. Comme j'ai dit plus tôt, ce même promoteur-là a fait des produits pas très très loin, donc plus vers le côté ouest. Oui. Donc, Grenadier. Du côté du Grenadier, pour être plus précis. Donc, on connaît le produit, on sait commencer. Puis, je sais que ça va être. Puis, on est pas mal sûr, tout le monde, là, que ça va être des très beaux produits qui vont être là. Enfin, on est rassuré c'est par ça, le surtout promoteur. que ce soit quelqu'un avec qui on a la collaboration facile. Oui. Ça, c'est très important. Puis c'est quelqu'un du coin, c'est quelqu'un de Saint-Constant aussi. Donc, il a à cœur les mêmes missions que le conseil municipal. Puis la ville a des cartes dans son jeu pour les négociations qui s'en viennent. En petite dernière, si on arrive déjà à avoir un parc, ça c'est déjà bien, mais un petit peu verte. Oui. Un petit peu plus avec des verdures parce qu'on sait vraiment tous qu'il oui. nous manque dans ce coin, il nous manque de verdure. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Tout à fait. Oui, puis c'est une... Que ce soit un parc pour tout le monde, un petit peu, qui peut sortir. Pas juste pour les enfants. Parce que nos enfants déjà ont grandi. Oui, c'est ça. Oui, je sais. Oui, exact. C'est dommage que ça a pris du temps à ce secteur-là. C'est ça qu'on suit pour tout le monde. Hein? C'est ça qu'on suit. Oui, absolument, tout à fait. Ça touche toute la clientèle. Là. On ne va pas en faire juste pour les enfants. Oui. Pas que des enfants qui exact. Vu qu'il y en a des 50 et plus là-bas déjà, oui. Un jour on va arriver aussi. C'est ça. Un jour on va aller au Johannesburg. Pour prendre un petit café à matin à l'ombre. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Tout à fait. Je sais que la plupart du Johannesburg et la plupart des bâtiments qui ont été conçus récemment, il y avait une catégorisation au niveau de l'âge. Je ne sais pas si là-bas ça va être pareil. Non, c'est pas prévu en tout cas. C'est pas prévu. Ah, au niveau du 50 ans plus, peut-être? OK. Non, pas, mais eux autres, mais je n'ai pas entendu parler. C'est pas le même produit. Parce que c'est sûr que plus on grandit, plus on est un peu plus. Oui, je comprends. Un peu plus soin de. Oui. Ben, comme je disais plus tôt, juste avec un investissement qui doit être mis par logement, c'est sûr que logiquement, la personne va vouloir s'en occuper. Parce que... Mais le marché ne peut pas non plus accueillir que les 55 ans et plus. Il y a une saturation ici au niveau de ce marché-là. Oui, c'est ça. Effectivement. Lui, c'est des construits, mais des occupés aussi. Oui, bien c'est ça. Est-ce que c'est bon pour... Oui. Est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce que le projet va commencer et la durée? Pour vrai, moi, j'ai pas de détails là-dessus. On n'a pas encore de détails là-dessus. On peut dire dans les 24 prochains mois, c'est sûr que... Parce qu'avant de donner des données claires, il va falloir déjà régler la question de la rue, l'acquisition de terrain. Le parc. Par la suite, là, il va y avoir des demandes qui vont rentrer, il va y avoir un échéancier qui va être établi. Donc, on est un peu trop tôt dans la procédure. La première chose qu'il fallait faire, c'était vraiment cette modification en règlement de zonage
pour pouvoir entamer le tout. Mais honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est sûr et certain que ça devrait arriver, comme M. le maire a dit, là, dans les 24 prochains mois. La durée des travaux aussi, c'est à établir en fonction de ce qui va être construit. C'est sûr qu'une chose qu'on peut réaliser aussi puis constater, c'est que les gens qui font l'achat de terrain maintenant, aujourd'hui, avec les coûts assez astronomiques des terrains où ils sont rendus au niveau du pied carré, c'est sûr que c'est pas pour... Lui, il ne veut pas dormir là-dessus non plus trop longtemps. Il veut essayer de faire son argent, bien sûr, comme tout le monde. Fait que je pense pas que ça prenne bien des années avant, mais on peut... C'est réaliste dans les 24 prochains mois de voir quelque chose qui commence à cet endroit-là. Ça peut être réaliste. Parce que, Là, il y a toujours les taux d'intérêt aussi qui viennent. Tu sais, de l'autre bord, je paye le cher mon terrain, je veux l'occuper, je veux le bâtir, mais de l'autre bord, j'ai les taux d'intérêt qui viennent me chercher. Fait que on voit des promoteurs, des fois, qui sont... mais je vais attendre un peu parce que les taux d'intérêt sont trop élevés pour aller commencer à emprunter. Mais bon, il y a toute cette dynamique-là. Il y a 2 ans, tu sais, je ne les défends pas, mais il y a 2 ans, les promoteurs capotaient parce que le coût des matériaux a explosé. Oui, aussi. Là, maintenant, c'est le coût des matériaux a explosé, puis le coût de financement a passé, comme vous savez tous, d'un taux très bas, proche de 1 à 5, 6, 7, 8 %. Ça change aussi les actions des promoteurs. On est tous soumis à ça, donc, mais bon, disons, dans les 24 prochains mois, on ne devrait pas se tromper. Connaissant ce promoteur-là aussi, là, qui a déjà fait des travaux ici à Saint-Constant. Est-ce qu'il y avait une dernière question, M. Filon, c'était correct? J'ai vu votre crayon comme ça, c'est pour ça. Oui, parce qu'il y a une ligne quand même de votre projet de règlement dont vous n'avez pas parlé encore. C'est que votre projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire. Oui, exact, c'est ça, oui, tout à fait. Exact, ça s'en vient. Ah, OK, parce que on était passé au règlement suivant. Ah non, il faut que je passe la parole à Geneviève. Moi. Ah, OK. Je faisais juste épuiser les questions, puis après, c'est Geneviève. Puis de toute façon, elle m'aurait donné des petits coups comme ça à côté de moi. Alors, Geneviève, c'est à toi. On avait aussi des questions, commentaires. Ah, pour ça aussi? Ben oui, d'accord. C'était celui-là? C'est le H438. OK, parfait. D'accord. Donc, question de... En fait, pour ceux qui ne sont pas habitués, je reçois toujours des questions par écrit d'un citoyen qui s'appelle Michel Vachon. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, c'est une personne qui ne peut pas venir aux séances du conseil ni des édifices municipaux parce qu'il a agressé des gens, il a été condamné au niveau criminel, on est passé en cours, il y a eu des ordonnances pour ne pas nous adresser. En fait, ce monsieur-là ne peut pas nous adresser, ne peut pas nous approcher, jamais. OK, sauf qu'il y a un mécanisme pour pas que ces droits, quand même, de citoyens puissent être atteints au niveau de poser des questions. Donc, cette personne-là a le droit de poser des questions sur chacune des séances publiques qu'il y a. Et il faut qu'elle les envoie par écrit avant telle heure et tout ça. Donc, c'est encadré par la Cour. C'est allé loin. Il a agressé notre greffière devant chez elle à coups de poing. Il a tabassé. Donc, c'était très, très loin. C'est passé dans la presse. En fait, tapez sur votre site Internet de Michel Vachon. C'est pas bien l'article dans la presse et tout ça. Donc, il y a toute une saga qui dure depuis 2016 là-dedans. Puis, on passe en cours en 2025 là, pour une injonction permanente à vie. Donc, tout ça pour vous dire que ce monsieur-là, je dois lire ses questions et y répondre. Donc, c'est pour ça que il y a des questions par écrit. Et je vais m'abstenir des commentaires, puis des commentaires qu'il fait sont toujours extrêmement irrespectueux, puis ils blessent des gens et tout ça. Donc, je m'abstiens juste aux questions, parce que la juge nous a dit, vous répondez aux questions et non les commentaires, parce qu'il se prend un plaisir de faire des préambules, traitant un autre d'imposteur, de salaud, d'idiots, puis de toutes sortes de choses. Là. Fait que, donc, là, je vais m'abstenir des commentaires. Et je vais juste lire cette question. Considérant, comment le conseil municipal et le département d'aménagement du territoire, du bureau de projet et du développement économique peuvent-ils ajouter à l'injure? Bon, vous voyez un peu le ton. Donc, en créant la zone H438, dont la grille des usages permet de 9 logements et plus jusqu'à 4 étages de haut, sans spécifier la hauteur maximale en mètres des bâtiments adossés à des résidences unifamiliales. Donc, la réponse, la gestion des étages en mètres est très souvent contraignant. Et pour plusieurs raisons techniques, lors de la conception d'un bâtiment ou d'un étage, c'est donc une façon d'éviter les demandes de dérogation mineure à répétition. Depuis, la notion d'un étage est très claire lorsque l'on réfère au Code national du bâtiment. C'est déjà encadré par le Code national du bâtiment. Je peux peut-être ajouter des choses là-dessus. L'enjeu dans des projets comme ça, vous le savez, c'est le nombre d'étages. Que le bâtiment fasse 1 mètre de plus ou moins à la fin à cause d'une épaisseur d'entretoit ou entre deux planchers, je veux dire, c'est pas ça l'enjeu, c'est pas ça la préoccupation, c'est le nombre de planchers. Fait que c'est comme la réponse de M. Boyer, plutôt que dans la dérogation sans valeur ajoutée, ben, on s'en tient au nombre d'étages qui est prévu au zonage, puis ça l'arrête là. Parce qu'il y a eu un moment donné, il y a eu des enjeux, à un moment donné, les gens faisaient...
il y avait sur le toit une sortie, je ne sais pas trop. Les équipements techniques. Les équipements techniques, en fait. Donc, ça dépassait le nombre de mètres. Tu es obligé d'aller en dérogation des équipements techniques parce que ça dépassait le nombre de mètres, alors que les étages étaient corrects. C'est juste les équipements techniques, c'était, c'est 3 pieds de plus. Bon, ça ne rentre pas dans le règlement. Sur le 5e étage. C'est pour ça que ça a été, en fait, on y va au niveau de l'étage. Puis les étages sont déjà encadrés au niveau du code national du bâtiment. Ce pas des étages de 30 pieds, là, c'est vraiment encadré. Et la question numéro 2, par souci de transparence, est-il pas opportun de publier le plan de zonage intégral du secteur urbain à jour avec l'avis public du second projet de règlement 1833-23 à venir incessamment? En fait, la réponse est non. Nous avons l'obligation d'identifier là où les zones, comme ça a été fait, concernées et les zones contiguës à la modification réglementaire. Le plan de zonage, pourquoi c'est pas fait? Parce que le plan de zonage est toujours disponible sur le site Internet. Il est toujours là. Okay, vous avez juste à prendre le plan, puis vous allez voir sur le site, afficher le plan, vous allez le voir directement à cet endroit-là. Ça n'alourdit pas non plus la vie, tout ça. En fait, c'est ça. Le plan est toujours disponible et sur le site Internet, il est à la vue de tous. Donc, question de comprendre le plan aussi. Question de comprendre le plan aussi. Sur le plan de toute la ville au complet, c'est une petite tâche à point, personne ne connaît. En fait, non, c'est ça. En fait, la meilleure des choses, c'est de prendre connaissance de la vie, puis suivez les choses de municipales, comme vous le faites ce soir. Votre zone, vous la connaissez, vous êtes concerné, vous venez ici, on vous l'explique. Et puis, si vous avez besoin d'autres informations, ça va nous faire plaisir. Les gens sont là pour y répondre. Je suis là pour y répondre. Les membres du conseil aussi, dans la mesure du possible, où nous, on peut le répondre. Sinon, on vous réfère à nos professionnels qui sont habilités en la matière. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est les 2 questions. Il n'y avait pas d'autres questions. Non. Alors, donc, c'est ça. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire sur les articles 1 et 2. Donc, je vais vous expliquer les modalités pour ce faire. Il est possible pour un groupe de citoyens et de citoyennes de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets des règlements de zonage ou de lotissement. Ce recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet et signée par les personnes intéressées. À la suite de la consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de règlement incluant, s'il y a lieu, des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant, entre autres choses, l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande, l'endroit approximatif où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit, dans un premier temps, une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande. 1. Est domicilié. 2. Est propriétaire d'un immeuble. Ou 3. Est occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires sont énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées dans la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Une demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient et l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter concernées. La demande doit porter la signature des personnes intéressées. Voilà. Donc, si vous me permettez, on va aller au dernier règlement pour ce soir, le 1834-23. Yacine? Oui. Donc, le projet de règlement 1834-23 vient modifier, encore une fois, le règlement de zonage 1528-17. Afin de modifier les normes concernant les foyers, fours et barbecues extérieurs fixes pour les usages du groupe habitation. Donc là, je vous mets un peu les principaux changements. Premièrement, le règlement touche l'ensemble du territoire. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas de délimitation de zone, etc. Donc, je vais aller point par point. Donc, la première modification qui va être faite, c'est de permettre les foyers fours barbecue extérieurs fixes dans le cas des habitations seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales ou trifamiliales ayant un terrain ayant des superficies d'au moins 450 m². Donc, ça, c'est fixe. Après, on parle de permettre les barbecues extérieurs non fixes dans le cas des habitations unifamiliales, bifamiliales ou trifamiliales. Donc là, il y a une différence. Quand c'est non fixe, il n'y a pas de souci. Quand c'est fixe, ben à ce moment-là, on ne permet pas si vous avez un terrain en bas de 450 m² et si vous êtes au-dessus de 3 logements. Ensuite, on parle de permettre les foyers, fours et barbecues extérieurs
alimentés au gaz propane pour tous les usages d'habitation. Pourquoi? Parce que le gaz propane est beaucoup moins contraignant que quand il y a du charbon ou du bois. Donc, c'est pour cette raison. Après, ben là, on vient ajouter une précision par rapport à l'emplacement où est-ce qu'on peut installer un foyer, un barbecue, un four ou un barbecue extérieur au bois. En fait, il peut seulement être installé sur une surface en béton, en pavé uni, en pavé alvéolé, en poussière de roche, et ne doit en aucun cas être installé sur une surface gazonnée, une entrée charretière, une allée d'accès, une allée de circulation, une aire de stationnement ou une case de stationnement. Donc, on vient tout simplement préciser certaines choses par rapport au foyer pour que ça soit très clair. Puis, excusez-moi, vous avez compris avec la dernière phrase qu'avant, le règlement était beaucoup plus large. Puis il y a des gens qui se sont permis de faire dans un immeuble à logement, qui se sont permis de faire un foyer dans une case de stationnement. Donc, ça n'a comme pas trop de sens. Là, il a boucané tout le monde de la part des 6 ou 8 logements. Puis les autres qui n'ont pas rapport, ils n'en veulent pas. Donc, on est venu vraiment, puis on est venu même, ce qu'on a demandé au du conseil, c'est même les terrains. C'est même sur une maison unifamiliale, il y a des terrains que ça ne s'applique pas. C'était 3000 pieds carrés de terrain, ça ne marche pas d'avoir... Oui, parce que la contrainte est trop élevée, surtout quand c'est un four ou un barbecue qui est alimenté au charbon ou au bois. La fumée qui est engendrée par tout ça peut créer une certaine nuisance autour, donc ce qui fait en sorte qu'on est venu vraiment toucher à la superficie des terrains. Mais par contre, un foyer au propane, un barbecue au propane, ça c'est toujours permis, ça, il n'y a pas de souci, parce que la nuisance est moins importante. C'était tout. Avez-vous des questions? Oui, des questions. Je le dis. Donc, le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire sur les articles 1 et 2, et c'est les mêmes modalités que j'ai expliquées précédemment. Qui sont lesquelles? Alors, je vous remercie beaucoup. Ça met un terme à la consultation publique. Merci de votre présence. Merci pour vos questions. C'est excellent. Et puis, c'était fait en tout respect, en tout partage. Puis donc, c'est comme ça que ça doit être toujours fait dans la vie. Donc, Monsieur Florent. Juste un commentaire. Comme vous êtes un conseil municipal ouvert aux préoccupations des citoyens, donc effectivement, nous, comme citoyens de la zone H437 rue du Gardénia, la différence entre le statu quo actuellement de la zone H437, qui prévoit de l'unifamilial ou du 4 à 8 logements, mais pas plus que 2 étages, comparativement à la zone H438 que votre règlement 18-33-23 est en train de créer. Effectivement, ça provoque chez les citoyens de la rue de Gardénia un certain nombre d'inquiétudes. Tout à fait, je comprends. Donc, notre but, je pense, n'est pas d'avoir recours à l'exercice référendaire qui est prévu. Ça fait partie de nos droits. Absolument. S'il y a des gens qui veulent exercer, avoir droit à ce recours, tout à fait. On verra. Mais vous nous avez donné aujourd'hui des garanties verbales. Oui. Hein? Donc, nous partons, je pense, avec ces garanties verbales-là. On va travailler ensemble. D'accord. Donc, à ce moment-là, vous serez fidèle à votre tradition des gens d'écouter juste. Vous savez qu'en 2022, vous avez des citoyens d'une certaine rue, Villeneuve, qui ont exprimé des doléances par rapport à certaines nuisances. Ça vous a amené des rectifications. Oui, tout à fait. Donc, on espère que nous également, on n'aura pas à revenir devant vous pour exprimer d'autres doléances. Non, mais puis je vous rassure, là, on veut travailler ensemble. On vous fait confiance, monsieur le maire. C'est comme ça qu'on travaille depuis tout le temps, depuis qu'on est là. Puis ça va toujours être comme ça tant que je serai là, et tant que le conseil sera là aussi. Donc, c'est ensemble qu'on bâtit une ville où on est bien. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis si vous avez d'autres préoccupations, gênez-vous pas, on est là. Vous pouvez juste nous appeler, venez nous voir. Bonne fin de soirée à vous. Là. Bye bye.